Isabelle était assise, seule à une table élégante, au cœur d'un restaurant illuminé par les lumières de Noël. Les guirlandes scintillaient, floues à travers ses larmes qu'elle s'efforçait de retenir. La robe vert émeraude qu'elle avait choisie avec tant de soin lui donnait soudain l'impression d'un déguisement inutile, comme si elle jouait un rôle dans une vie qui n'était plus la sienne. Autour d'elle, les rires fusaient, les verres s'entrechoquaient, des enfants excités parlaient du Père Noël, pendant que des couples se penchaient l'un vers l'autre, protégés par la chaleur des bougies. Et elle faisait face à une chaise vide, un vide trop lourd pour être ignoré. Son téléphone vibra. Un message. Quelques mots suffirent à tout briser. Il ne viendrait pas. Pas ce soir, pas jamais. Ce n'était plus compatible. Elle était trop compliquée, trop chargée. Ce mot résonna en elle avec une cruauté particulière. Le bagage dont il parlait, c'était ce diagnostic reçu 6 mois plus tôt, celui qui avait effondré son rêve de maternité. Au début, il avait prétendu comprendre, parler d'options, d'avenir, mais face à la réalité, il avait choisi de partir. Isabelle essuya ses joues, honteuse de pleurer en public. Elle se dit qu'elle devait se lever, rentrer dans son appartement silencieux et laisser cette soirée s'éteindre. Pourtant, elle resta immobile, fixant la chaise vide, comme si se lever signifiait admettre que quelque chose en elle était définitivement cassé. C'est alors qu'une petite voix s'éleva près de la table. Isabelle leva les yeux et vit une fillette, à peine plus haute que la table, vêtue d'une robe rouge bordée de blanc. Dans ses bras, un ours en peluche usée semblait avoir vécu 1000 nuits rassurantes. Les yeux de l'enfant la regardaient avec une sincérité désarmante. « Tu es triste ?» La question simple et directe frappa Isabelle en plein cœur. Elle força un sourire fragile et répondit doucement que oui, un peu. L'enfant fronça les sourcils, réfléchissant. Elle expliqua qu'elle n'aimait pas voir les gens seuls, surtout à Noël, que son papa disait toujours qu'on devait tenir ses promesses. Isabelle sentit sa gorge se nouer davantage. Dans cette innocence, il y avait une vérité que les adultes oubliaient trop souvent. À cet instant précis, sans le savoir, la petite fille venait d'ouvrir une brèche dans la solitude d'Isabelle, une brèche par laquelle allait s'infiltrer quelque chose qu'elle n'osait plus espérer depuis longtemps. Avant qu'Isabelle ne puisse ajouter quoi que ce soit, une voix inquiète appela le prénom de la fillette. L'enfant se redressa aussitôt, fier et sans la moindre trace de peur. Un homme s'approcha à grands pas, visiblement soulagé de la retrouver. Il avait l'air fatigué, comme quelqu'un qui portait plus de responsabilités que son âge ne le laissait deviner. Ses yeux trahissaient une vigilance constante, celle d'un parent qui ne se repose jamais vraiment. Lorsqu'il arriva à leur table, il s'excusa aussitôt, embarrassé, expliquant que sa fille avait l'habitude d'aller vers les gens quand elle sentait qu'ils allaient de mal. Isabelle secoua doucement la tête pour le rassurer. Elle dit que la petite n'avait rien fait de mal, qu'au contraire, elle avait été incroyablement gentille. La fillette, ravie d'être comprise, déclara avec sérieux qu'elle essayait simplement d'aider, parce que la dame était triste et seule à Noël. Le regard de l'homme se posa alors sur Isabelle avec une attention nouvelle. Il remarqua la chaise vide, les traces de larmes qu'elle n'avait pas totalement effacées. Sa voix se fit plus douce lorsqu'il lui dit que Noël était un moment cruel pour être abandonné. Isabelle répondit qu'elle allait partir, qu'elle ne voulait déranger personne, mais la fillette protesta aussitôt. Elle affirma que personne ne devrait manger seul ce soir-là, que c'était une règle importante. Pris entre la gêne et l'émotion, l'homme hésita. Il se présenta finalement. Il s'appelait James. Il expliqua que la fillette, Harper, était avec lui et ses 2 grands-mères, installées un peu plus loin. Harper, fière comme une ambassadrice, confirma que les grands-mères aimaient partager et qu'elle disait toujours qu'à Noël, on devait faire de la place pour les autres. Isabelle sentit quelque chose se fissurer en elle. L'idée de rentrer chez elle, de manger seule dans le silence, lui sembla soudain insupportable. Lorsqu'elle accepta l'invitation, presque à voix basse, Harper réagit comme si on venait de lui offrir le plus beau cadeau du monde. Elle attrapa la main d'Isabelle sans hésiter, comme si ce geste allait de soi. James suivit, encore un peu déstabilisé,
mais incapable de masquer une certaine gratitude. Tandis qu'il traversait la salle, Isabelle comprit qu'elle venait de franchir un seuil invisible. Elle n'était plus seulement la femme abandonnée à une table vide, elle devenait, sans l'avoir prévu, une invitée dans une famille qui ne la connaissait pas encore, mais qui avait déjà choisi de ne pas la laisser seule. À la table où elle fut accueillie, Isabelle se sentit d'abord comme une intruse, consciente de chaque geste, de chaque mot. Pourtant, les deux femmes âgées lui offrirent des sourires si naturels que cette impression s'effaça peu à peu. Elles se présentèrent simplement, avec cette chaleur propre aux gens qui ont traversé suffisamment de saisons pour savoir ce qui compte vraiment. L'une d'elles tira une chaise sans attendre, comme si la place d'Isabelle avait toujours été prévue. Harper insista pour qu'elle s'assoie à côté d'elle, collant son bras au sien avec une détermination touchante. Le repas s'écoula dans une atmosphère étonnamment douce. Harper parlait sans s'arrêter, racontant ses journées à l'école, son ours en peluche et ses plans très sérieux pour rester éveillée afin de surprendre le Père Noël. Isabelle se surprit à rire, un rire sincère qu'elle n'avait pas entendu sortir de sa bouche depuis des semaines. Chaque éclat semblait chasser un peu plus la lourdeur qu'il avait clouée à sa chaise plus tôt dans la soirée. James observait la scène avec une attention silencieuse, visiblement reconnaissant de voir sa fille si heureuse, si vivante. Au fil de la conversation, Isabelle apprit ce que cette famille portait aussi en silence. James était infirmier pédiatrique, habitué à prendre soin des autres, même quand il était lui-même à bout de force. Sa femme était morte 2 ans plus tôt dans un accident, laissant derrière elle un vide que ni le temps ni la routine n'avaient vraiment comblé. Il parla, sans chercher à susciter la pitié, comme on évoque une absence avec laquelle on a appris à vivre sans jamais l'accepter totalement. Isabelle sentit une résonance profonde entre cette perte et la sienne, différente, mais tout aussi réelle. Lorsque le dessert arriva, Harper, épuisée par l'excitation, se blottit spontanément contre Isabelle. Elle posa sa tête sur son épaule, comme si ce contact était naturel, évident. Isabelle resta immobile, le cœur serré, consciente de la fragilité de cet instant. Tenir un enfant contre elle réveillait un désir qu'elle avait tenté d'étouffer depuis des mois. Pourtant, au lieu de douleur, elle ressentit une chaleur inattendue, presque apaisante. Dans ce moment suspendu, Isabelle comprit que cette soirée n'était plus seulement un accident de parcours. Elle devenait une parenthèse rare, un espace où sa solitude cessait d'exister, ne serait-ce que pour quelques heures. Et sans le savoir encore, ce lien fragile était sur le point de l'entraîner vers une question qu'aucun adulte n'était vraiment prêt à affronter. Le silence tomba presque imperceptiblement, comme une couverture qu'on aurait tirée sur la table. Harper, encore blotti contre Isabelle, releva la tête avec un sérieux qui n'appartenait qu'aux enfants. Ses yeux passaient de son père à Isabelle, cherchant une cohérence simple dans un monde d'adultes trop compliqué. Puis la question sortit, claire, sans détour, comme si elle allait de soi. Elle demanda si Isabelle pouvait devenir sa maman. Pas plus tard, pas quand elle serait grande. Maintenant, parce que c'était logique pour elle, parce que les gens tristes ne devaient pas rester seuls. L'air sembla manquer à Isabelle. Le mot « maman » résonna en elle avec une force brutale. Autour de la table, les 2 grands-mères échangèrent un regard inquiet, conscientes de la fragilité de ce moment. James se redressa aussitôt, mortifié, s'empressant d'expliquer que Harper ne comprenait pas, que ce n'était pas ainsi que les choses fonctionnaient. Mais la fillette insista, utilisant sa logique implacable. Sa maman était au ciel, Isabelle était là, gentille, seule et triste. Alors pourquoi ne pas rassembler ceux qui manquaient les uns aux autres? Isabelle sentit les larmes monter, non pas de tristesse, mais de vertige. Cette question mettait à nu ce qu'elle s'efforçait de tenir à distance depuis des mois, le désir d'être mère, la peur de l'espérer encore. Elle s'agenouilla à hauteur de Harper et tenta d'expliquer avec des mots doux que les adultes avaient parfois besoin de temps, que certaines choses demandaient de se connaître, de comprendre. Harper réfléchit, puis accepta cette idée avec un sérieux étonnant. Si le temps était la condition, alors elle était prête à attendre tant que personne n'était triste entre-temps. Lorsque Harper fut emmenée choisir un dessert avec ses grands-mères, Isabelle et James restèrent seuls. Il s'excusa encore, la voix basse, presque honteuse. Isabelle l'arrêta. Elle lui dit que cette question n'était pas une erreur, mais une vérité dite trop tôt.
Puis, sans trop savoir pourquoi, elle se mit à lui raconter ce qu'il avait brisé ce soir-là, la rupture, le diagnostic, la sensation d'être défectueuse. James l'écouta, sans l'interrompre, comme s'il mesurait chaque mot. Quand elle eut fini, il lui répondit simplement qu'elle n'était pas brisée, qu'aimer et prendre soin n'étaient fait pas des capacités réservées au sang, et que, ce soir, elle avait prouvé qu'elle savait déjà faire l'essentiel. Ces paroles ne résolvaient rien, mais elles ouvraient une porte qu'Isabelle croyait scellée à jamais. La soirée s'acheva sans autre incident, mais rien n'était plus tout à fait pareil. Lorsqu'Isabelle quitta le restaurant, le froid de la nuit lui sembla moins mordant. Elle emportait avec elle quelque chose de nouveau, fragile, mais lumineux. Les jours suivants, puis les semaines, elle resta en contact avec James, d'abord par des messages simples, presque prudents, puis par des invitations sincères. Un déjeuner, une promenade, un après-midi à aider Harper à dessiner. Isabelle avançait avec précaution, consciente de ses propres peurs, mais incapable de nier ce sentiment d'évidence tranquille. Peu à peu, elle trouva sa place dans leur quotidien, pas comme une remplaçante, ni comme une solution miraculeuse, mais comme une présence constante. Harper s'attachait à elle avec une confiance désarmante, tandis que James apprenait à laisser quelqu'un partager la charge qu'il portait seul depuis trop longtemps. Isabelle, de son côté, redécouvrait une forme de maternité qu'elle n'avait jamais envisagée. Elle ne venait pas de son corps, mais de sa capacité à être là, à écouter, à aimer sans condition. 6 mois plus tard, ils retournèrent dans le même restaurant où tout avait commencé. Cette fois, Isabelle n'était plus seule face à une chaise vide. Harper, désormais plus grande, plus assurée, la regarda avec le même sérieux que lors de leur première rencontre. Elle posa une question, mais cette fois, elle n'était plus improvisée. Elle demanda à Isabelle si elle accepterait d'épouser son papa et de devenir officiellement sa maman. James, nerveux, tenait un écrin ouvert, révélant une bague choisie avec soin. Isabelle sentit les larmes monter, des larmes différentes, pleines. Elle regarda l'homme qui l'avait écoutée sans la juger, l'enfant qu'il avait choisi avant qu'elle ne se sente digne de l'être. Elle comprit alors que la famille n'était pas toujours le fruit de ce que l'on prévoit, mais de ce que l'on ose accepter. Elle dit oui, non pas comme une promesse irréfléchie, mais comme un choix conscient, ancré dans la réalité. Harper se jeta dans ses bras, certaine d'avoir eu raison depuis le début. Et Isabelle sut que, parfois, les plus grands sauvetages arrivent sous la forme la plus simple. Une table partagée, une question d'enfant, et le courage, enfin retrouvé, de croire que l'amour pouvait encore lui offrir un foyer. Chaque « j'aime » est un signe d'empathie, chaque commentaire une voix. Abonnez-vous pour faire vivre ces messages.